Et de 10, la 10e émission avec Pierre Léco, que je Et suis heureux bonjour de Alexandre, retrouver. bonjour Kéros. 9 émissions indispensables à tous ceux qui seraient encore baignés dans l'illusion de ces 2 années, plus de 2 ans et demi de Covid. Oui, bonjour Pierre. Bonjour Alexandre, bonjour Kéros, bonjour à tous. Tu avais intitulé, on avait décidé d'intituler ensemble ces 9 émissions Covid-19, fabrique de la panique et braquage des comptes publics. La dernière émission qu'on a faite avec toi où on était dans le Gard, tu étais à Paris, je pense, et on était dans le Gard, tu étais chez toi, montre bien, termine bien ce narratif qui était quand même dicté par les instances financières supérieures qui dirigent tout, au fait. Mais on voulait revenir avec toi sur ces 9 émissions pour ceux qui aimeraient bien un petit résumé, ceux qui ne les ont pas vues, et faire une petite synthèse de chacune des émissions rapide pour expliquer voilà, les idées principales de chacune des émissions. Moi, en gros, toutes ces 9 émissions, ce qu'elles m'ont montré, c'est que sur les idées principales qui ont permis au Covid de prendre racine, elles étaient en fait toutes fausses. Oui, dans l'ordre qu'on a fait, l'ordre que je vous ai présenté, j'ai déjà dit, ce sera l'ordre du livre qui sera publié et qui devrait sortir début 2023. L'objectif, c'est de démonter l'ensemble des arguments dans l'ordre. Donc c'est de passer les uns après les autres et, à mon sens, la première, donc les premiers éléments sont ceux qu'on doit présenter d'abord pour commencer à discuter de la situation, pour comprendre ce qui s'est réellement passé et faire le parallèle avec ce qu'on a cru médiatiquement, ce qui nous a été dit et ce qui est facilement vérifiable. Et tout est sur des sources publiques, ce sont des statistiques diffusées, tout est sur Internet, en ligne, libre d'accès, et c'est que des sources officielles. Donc il suffit d'aller les chercher, et en faisant cet effort-là, on obtient une vision de ce qui s'est passé qui est basée sur des sources, on va dire, officielles et donc plus réelles que le discours habituel médiatique qui, lui, est là pour faire de l'audience. Donc je pense la première chose, et c'est la première vidéo sur laquelle il faut absolument revenir, il faut que chacun sache, c'est qu'il n'y a absolument eu aucune hécatombe quelque part, nulle part, là où on a des données. Et pour ça, on va sur Eurostat, qui recueille toutes les données de population et de décès par âge de tous les pays européens, donc des 35 pays. Donc c'est ce que j'ai fait, je propose un programme, il est en ligne, téléchargeable, et on calcule la mortalité pour chaque âge sur les différentes années. On se rend compte qu'en 2020, l'année de la pandémie mondiale, il n'y a absolument aucune surmortalité relativement aux années précédentes. Et je mets aux années précédentes avec un X. Donc les seuls qui ont fait peur aux gens en disant que 2021 c'était une hécatombe exceptionnelle, c'est qu'ils ont comparé brutalement 2020 à 2019 en oubliant que la population grossit et vieillit. Sans standardiser. Voilà, sans standardiser les morts, hein. Donc les décès, il y en a de plus en plus chaque année parce que la population grossit et vieillit. Donc ils ont oublié de le faire. Ils ont comparé qu'à l'année précédente et ils se sont vocalisés que sur 2019 en comparant 2020 à 2019 parce que 2019 c'est l'année record de sous-mortalité partout en Europe avec un hiver très doux, il ne s'est rien passé. Et donc en faisant uniquement cette comparaison, on réussit à dire des choses et à faire croire qu'il y aurait une surmortalité. Ça n'est pas vrai. Il suffit de télécharger les années d'avant pour se rendre compte que 2020 c'est une année complètement normale pour la décennie. Voilà, c'est même une année plutôt de faible mortalité. Et pour certains pays européens, c'est une année record de sous-mortalité, hein, l'année 2020. Donc voilà, il n'y a pas eu d'hécatombe, nulle part où que ce soit où on a des données. Donc j'ai fait toute l'Europe et puis Israël aussi pour une autre vidéo. Donc voilà, ça c'est vraiment Alors, le résultat. c'est bien parce que dès la première émission, Pierre, tu décides de franchir la ligne rouge, puisque même chez les gens qui doutent par rapport au discours des médias, quand tu leur dis qu'en fin de compte, en 2021, il n'y a pas eu d'hécatombe, ils te disent non, non. Et en général, c'est vraiment franchi la ligne rouge et ça rompt la discussion. Mais c'est bien de le dire, et c'est, je le rappelle, des chiffres officiels qui montrent que, ben non, ils nous ont raconté ça, et c'était quand même le premier point. Attention, comme Neil Ferguson l'avait dit, il va y avoir des centaines de milliers de morts, mais non, en fait, rien de plus que les années d'avant. Et je crois que dès le départ, c'est le point vraiment choquant. Non. Oui, c'est ça. Puis moi, c'est statistique, c'est par là que j'ai démarré, puisque il n'y a rien de plus factuel qu'un nombre de décès par âge. Voilà, c'est bête et méchant, c'est de la démographie, et on fait ça tout le temps.
Et comme je leur dis, la règle de base, c'est qu'on standardise et qu'on compare avec plusieurs années précédentes, au cas où, pour pas se comparer à une année exceptionnelle. Voilà, donc on a un ensemble, et c'est en se comparant. Donc c'est la méthode officielle, habituelle, qu'on fait tout le temps, et qui a été complètement oubliée quand il a fallu faire le bilan de l'année 2020 en 2021. Les instituts ont complètement fait autre chose que les standards. Hein. Ils ont choisi de soutenir un discours en comparant de manière à surestimer au maximum. Et quand on prend juste les références habituelles, voilà, non, il n'y a aucune hécatombe nulle part en Europe. Premier résultat. Alors, deuxième point, tu frappes lourd aussi. Y a-t-il eu saturation des hôpitaux? Mais ça, c'est parce qu'évidemment, ça va être le réflexe. Les gens, vous leur dites, voilà, il n'y a eu aucune hécatombe nulle part, ça n'est pas vrai. Donc en fait, on est en mortalité normale pour la décennie pendant l'année 2020, et 2021, c'est pareil. Et ils vous disent, bah oui, mais quand même, c'est heureusement qu'on a fait tout ça parce que les hôpitaux étaient saturés. Et donc là, il suffit de lire le rapport de l'ATIH qui est sorti en novembre 2021, qui a fait le bilan de l'année 2020, et il n'y a eu aucune saturation hospitalière à aucun moment au niveau français, et ni non plus au niveau régional. Donc voilà, il y a eu un discours raconté qui a été fondé sur une pression médiatique, où on a vu des médias aller choisir de vous montrer certaines images dans des endroits, certains services qui auraient été saturés ou en difficulté. Ça, il y en a toujours quelque part, hein, on peut toujours en trouver un, et en faisant comme si cette situation-là correspondait à ce qui se passait partout en France. Et c'est entièrement faux. Et les statistiques de la TIH sont très claires. Il y a eu donc la part des hospitalisations dites Covid pendant l'année 2020, c'est 2%, c'est ridicule. Et même au maximum des pics, là où on disait qu'il n'y avait que Covid dans les hôpitaux, comme ils avaient vidé les hôpitaux de toutes les autres pathologies, les hôpitaux étaient juste à moitié vides, avec quelques couloirs dans lesquels ils avaient des gens étiquetés Covid, et c'est tout. Donc voilà, il y a eu une grande peur parce qu'on pensait que c'était une maladie qui allait se répandre et tuer tous ceux qui s'en approchaient. Donc c'était ça la vraie trouille à l'époque. Mais en termes de saturation, ça n'est pas vrai. Donc là, il y a vraiment un mythe à faire tomber. Non, il n'y a jamais eu de saturation hospitalière spécifique dans l'année 2020. C'est même l'année où on a le moins soigné en France, toutes les années confondues, comme on a foutu tout le monde dehors. Donc des hôpitaux saturés l'hiver en période dite grippale, donc quand il fait froid et que les gens sont malades, c'est tous les ans. Et là, en l'occurrence, non, il y avait juste beaucoup moins de monde à l'hôpital que pendant ces périodes-là. Voilà. Donc les gens. Comme on avait expliqué, ça a bien marché parce que les médias ont fonctionné comme d'habitude, c'est-à-dire qu'ils ont une représentation de la réalité et ils vont sur place chercher des gens qui vont confirmer ce qu'ils ont envie d'entendre. Et c'est toujours comme ça que ça se passe pour le Covid ou pour autre chose. Exactement, il trouve toujours un chef de service qui a envie de passer à la télé, d'ailleurs qui plutôt qu'être dans son hôpital à soigner des gens, il est tout le temps sur les plateaux télé, voilà, à expliquer que son service va mal, etc., et pour se faire mousser. Mais voilà, c'est tout ce qui s'est passé. C'est de la propagande médiatique, et c'est le rapport officiel de l'ATIH. Enfin voilà, c'est une agence française d'analyse qui fait son bilan tous les ans, et donc voilà, c'est en ligne. Et on a vu que même, on dit oui, mais c'est la réanimation, et même du côté de la réanimation, ça n'est pas vrai non plus. Puisque il y avait en effet plus de monde en réanimation, mais c'est parce que les lits dits de soins continus avaient été surclassés en réanimation, et donc les gens qu'on a mis dedans étaient comptés en réanimation. Et donc même ce point de vue-là qui est de dire on a saturé la réanimation, ça n'est pas vrai non plus. Pas au niveau français, il y a même pas au niveau régional, il y a certainement des endroits où tous les lits ont été utilisés à un certain moment. Mais voilà, c'est certains endroits spécifiques à certains moments, et donc mettre l'accent que là-dessus, on se dit. Alors que habituellement, les hôpitaux s'envoient les malades, hein, quand c'est ce qui se passe à chaque fois qu'il y a des besoins. Donc là, c'est encore quelque chose à faire tomber. Voilà. Donc la mortalité, non, pas d'hécatombe, et la saturation hospitalière qui aurait été exceptionnelle, tout ça, c'est faux. Et d'ailleurs, on a continué à supprimer des lits pendant. Et y a-t-il eu des malades, Pierre? C'est la troisième question. Est-ce qu'il y a eu un vrai déferlement de malades? Et donc là, on utilise les travaux habituels. Donc c'est pareil, c'est les statistiques officielles, c'est Santé publique France qui diffuse ça avec le réseau Sentinelle et le réseau SOS Médecins, les médecins qui comptent les malades, et qui remontent le nombre de malades qu'ils voient. Et vous verrez qu'il y a eu beaucoup, même pendant les vagues dites, les grandes vagues épidémiques coronavirus, il y avait beaucoup moins de gens malades vus par les médecins que ce qu'il y a d'habitude pour les épidémies dites grippales. Donc voilà, donc il y a eu mais vraiment beaucoup moins, 6 ou 7 fois moins. Donc c'est vraiment, voilà, donc il n'y a pas d'hécatombe, pas de saturation hospitalière, du coup ils ne sont pas morts en grande masse, ils n'étaient pas non plus dans les hôpitaux. Et puis les malades vus par les médecins, non, c'est beaucoup moins que d'habitude aussi. Donc là, on peut vous répliquer, oui, mais bon, ils ne sont pas allés voir leur médecin. Alors, oui, ce qui était vraiment très intelligent, si vous pensez qu'il y a une maladie, dire que vous n'allez pas voir votre médecin, c'est vachement malin. Donc, oui, mais vu que s'ils ne sont pas allés voir leur médecin et qu'ils n'étaient pas non plus dans les hôpitaux, ils sont où? Enfin, voilà. Donc là, il y a vraiment un problème dans cette histoire.
qui est qu'avec toutes les statistiques, les références habituelles de statistiques qui sont utilisées pour étudier les maladies et les épidémies, il ne s'est rien passé d'exceptionnel. Et donc, il y a vraiment c'est une contradiction totale avec ce qu'on a eu vécu médiatiquement et ce qui continue d'être véhiculé. Voilà. Les chiffres contredisent ça. Ensuite, on a reparlé des hôpitaux et je vous ai montré qu'il y a une fraude bureaucratique au sein des hôpitaux qui est dirigée depuis très longtemps par l'OMS, ça a déjà été dénoncé plein de fois, et que c'est l'OMS qui décide des codes qui s'appelle la CIM-10, la classification internationale des maladies, 10e version, et tous les hôpitaux sont censés mettre les personnes, les malades dans des cases en disant voilà ce qu'ils ont. Et donc, ça a permis, j'ai expliqué, tout ça, ça part d'un processus de prise de pouvoir de l'hôpital par des gouvernements et surtout des instances extérieures, dont l'OMS, avec une informatisation de l'hôpital pour en arriver jusqu'au code-là. Et en définissant, vu que c'est l'OMS qui dit comment on codifie les maladies, c'est l'OMS qui, derrière, produit les statistiques et qui peut vendre des trucs. Donc, jusqu'ici, toutes les maladies hivernales s'étaient qualifiées en grippe, voilà, ce qui permettait de justifier d'avoir des grosses statistiques grippe pour vendre des vaccins antigrippaux. Voilà, mais c'est une histoire de codification. Et voilà, il s'est passé en janvier 2020, donc très tôt, bien avant la fameuse soi-disant première vague, une nouvelle codification d'urgence, Covid, où il a été demandé aux hôpitaux de dire, voilà, en cas de personnes qui toussent et qui arrivent pendant l'hiver, c'est Covid. Vous devez classer ces choses-là en Covid dans le code d'urgence Covid. Et il y a même 2 codes. Il y avait un code d'urgence Covid où j'ai fait un test positif et un code d'urgence Covid où il n'y a pas de test positif. Et donc, il y avait le code 1 et le code 2. Et c'est l'ATIH qui a donné les règles et a dit, non, tout doit être codé en code 1. Donc, tous les malades français, même sans test, étaient codés en codification 1. Mais c'est le cas pour plein d'autres pays. J'ai l'exemple belge, c'est exactement la même règle. Donc, il y a vraiment eu... c'est comme ça que tout le monde a compté la même chose. Ça vient de l'OMS, qui a dit à tous les pays qui sont affiliés à l'OMS, voilà comment vous devez compter, vous allez avoir les malades et tout cela, vous devez les compter en Covid. Et c'est comme ça qu'on a fait des statistiques Covid. Donc, ça ce qui explique qu'il y a des résultats identiques partout, dans tous les pays du monde. Mais on en est de nouveau, on a montré, ce qui m'avait choqué, c'est qu'ils auraient compté autrement, on aurait eu un autre réel, de nouveau. Oui, et on a montré aussi que sous ces changements de codification, du coup, il n'y a plus de grippe en France. Voilà, la grippe a disparu, tout est codé en Covid-19. Donc, on voit des théories qui disent oui, c'est un virus qui en chasse l'autre. C'est une codification qui en chasse une autre. C'est ça qui se passe. C'est une règle administrative. Ce qui se passe, c'est bureaucratique, c'est de l'administration. C'est des codes administratifs qui font que derrière, on va compter des choses. La statistique, c'est ça. On a des chiffres en fonction des règles qu'on s'est données. Ensuite, là, on va arriver à une autre étude qui concerne la mortalité notamment, la vidéo numéro 5, et où j'ai découvert qu'en faisant des statistiques du nombre de décès plutôt toutes les semaines et aussi tous les jours pendant l'année, voilà, donc il y a plus de morts l'hiver que l'été avec des vagues, et on vous raconte, en tout cas moi c'est ce que je croyais avant de commencer à bosser ces chiffres-là, on nous raconte que, par exemple, la grippe, c'est quelque chose qui arriverait de l'Est, notamment des maladies, et c'est quelque chose que les humains se transmettent de personne à personne, et que ça ferait une vague. Et on voit, en téléchargeant les données, que c'est complètement faux. Les maladies hivernales, donc les bosses de mortalité l'hiver, elles sont synchrones partout, donc tout le monde est malade en même temps. Donc, il est absolument impossible, statistiquement, que la mortalité soit due à quelque chose qui se diffuse. C'est forcément dû à quelque chose qui se déclenche dans les personnes sur place. Donc, il n'y a pas de propagation. Ça, c'est un mythe. Et c'est juste, en tout cas, la mortalité hivernale ne peut pas être due à une propagation. C'est pas possible. Tu avais montré que c'était les vagues de froid, notamment. Et voilà, il se trouve que j'ai bossé avec un ingénieur et du coup, on a récupéré les données de température sur tous les départements français et on a montré que c'était parfaitement corrélé à la température extérieure. Donc, quand il commence à faire froid l'hiver, c'est exactement le moment où les gens commencent à tomber malades et à décéder. Voilà, il se trouve qu'il y a plein de maladies en ce moment. Il y a une petite vague de froid après l'été, vous voyez bien. Et chacun sait, on vous dit toujours, quand il fait froid, mettez une écharpe, sinon tu vas être malade. Mais
Donc il y a des gens qui se moquent en disant que c'est la théorie du germe, c'est pas comme ça quand on tombe malade, c'est à cause des virus qu'on se transmet. Non, il y a le bon sens qui vous dit que les gens savent très bien que quand ils ont froid à un moment, c'est le moment où ils vont tomber malades. Ça ne veut pas dire que c'est le froid qui rend malade. Ça veut dire qu'au moment où les températures baissent, c'est également le moment où on tombe malade et où voilà, et on peut mourir. Ça ne veut pas dire que c'est le froid. Ce qui est très intéressant, Pierre, à ce niveau-là, c'est qu'on touche à la question de l'immunité. Donc, tout le monde va réagir différemment en fonction de sa capacité à résister à un froid qui arrive. Voilà, et ça peut être le froid ou autre chose. Par exemple, quand l'ingénieur avec qui je travaille, lui bosse beaucoup sur l'humidité de l'air, et quand le froid arrive, l'humidité de l'air tombe. En fait, vous avez les gouttes, hein, on a des condensations sur les vitres. La quantité d'eau qu'il peut y avoir dans l'air en permanence dépend de la température. Plus il fait froid, moins il peut y en avoir. Et ça peut poser des problèmes. Par exemple, il y a des microparticules en permanence dans l'air, en particulier dans les environnements pollués et urbains. Mais tant que l'air est très humide, ces microparticules sont encapsulées dans des gouttelettes. Elles sont bien enfermées. Et donc, quand vous respirez l'air et vous respirez des microparticules qui sont enfermées dans des gouttelettes, vous les filtrez, elles ne peuvent pas passer parce que les gouttelettes, c'est gros. Mais si l'air s'assèche, on a plein de microparticules libres qui se retrouvent dans l'air, et donc il se peut que vous les respiriez et que ça aille très profondément. Et dans ces cas-là, nous rendre malades. Ce qui n'a rien à voir avec un germe, ce qui a à voir avec un problème de pollution et donc une sorte d'empoisonnement. Donc c'est une des théories possibles, mais toujours est-il que les maladies hivernales sont synchrones partout en Europe. Hein. Donc c'est pas un Suédois qui éternue très fort vers un Portugais qui lui tomberait malade en même temps. Ce n'est pas possible, ça n'est pas jouable. Et donc, même si on prend en compte les gens qui se déplacent en avion et en train, etc., c'est ridicule les probabilités qui pourraient permettre de déclencher partout en Europe des choses de manière synchrone. C'est juste pas possible. Donc voilà, il se passe autre chose. Et sur le sujet qui nous préoccupe, hein, donc si c'est vrai pour la grippe, c'est-à-dire les maladies hivernales, pourquoi ce serait passé différent ici? Et on a montré aussi que pour tout ce qui s'est passé, ça s'est passé synchrone. Et ça s'est passé synchrone partout où on a mis des règles, donc c'est-à-dire que les problèmes de mortalité arrivent au moment où on met en place des règles et pas au moment où quelque chose d'autre arriverait. Et c'est synchrone, ou alors il n'y a rien du tout. Donc sur les 35 pays européens, notamment la fameuse première vague, il n'y a que 9 pays qui ont une bosse de mortalité au moment où ils prennent des règles de confinement, exactement à ce moment-là, et les pays à côté, qui sont leurs voisins avec qui ils ont des échanges, rien. Voilà. Donc les gens ne le savent pas, ils ont l'impression que la première vague, c'est mondial. En Europe, la première vague, c'est 9 pays sur 35. Il y en a 26 pour lesquels il ne se passe rigoureusement rien. Ouais, donc il y a les pays qui confinent, quoi. Et la plupart sont des pays qui confinent, mais pas que. Le confinement, c'est un indicateur qui montre la psychose du pays, mais le vrai résultat, c'est l'abandon. Il y a des pays qui ont confiné, mais qui n'ont pas abandonné leurs citoyens, et il y a des pays qui n'ont pas confiné, mais ont quand même abandonné leurs citoyens. C'est le cas de la Suède, où dans beaucoup d'EHPAD, il y a eu un rapport parlementaire ensuite qui a découvert aussi des morts dans les EHPAD, des gens qui avaient été abandonnés. Donc il y a un vrai abandon des personnes âgées aussi en Suède à ce moment-là, même sans confinement. Donc le confinement, c'est pas indicateur parfait. Le top, c'est des pays comme la France ou la Belgique où ils ont confiné, abandonné, masqué la totale, quoi. Ouais, l'Espagne, c'est aussi pas mal, ouais. Ensuite, est-ce que c'est l'émission d'après où on parlait des tests PCR? Non, pas encore. Vu ce qu'on a vu sur le principe que le principe de propagation ne peut pas être, enfin, il n'y a pas de propagation, il n'y a pas de contamination, c'est pas ça qui fait la mortalité. En tout cas, statistiquement, il n'y a aucune trace que ça pourrait exister, les statistiques le contredisent. On a utilisé donc les mêmes sources officielles qu'on a vues, Santé publique France, la TIH, et tout ça, et on s'est intéressé aux causes de mortalité. Et on a vu que la bosse de mortalité qu'on voit pendant la première vague, qui est trop faible pour faire une mortalité sur l'année, je le redis, il n'y a pas de mortalité sur l'année entière 2020 qui soit exceptionnelle, mais on voit des bosses à certains moments, et c'est exactement au moment où sont prises des décisions. Et ces bosses-là sont bien trop faibles pour avoir un impact de long terme. C'est-à-dire qu'il y a une petite bosse de mortalité, derrière il y a une sous-mortalité qui annule presque tout. Donc on parle de gens qui étaient pour la plupart plutôt en fin de vie, mais on a montré que ces morts-là en trop à ces périodes-là, notamment pendant la soi-disant première vague, elles sont parfaitement explicables par les règles qui ont été mises en place. L'abandon, on l'a dit, qui fait que les gens ne sont pas soignés à l'hôpital, notamment ceux qui ont fait des infarctus ou des AVC. Ça, c'est documenté par Santé publique France, confirmé par la TIH. Tu veux qu'on passe à l'image d'après?
Pierre? Ouais, c'est ça, mort sous protection sanitaire. Ouais. Donc ces gens-là, il y a des gens qui ont été abandonnés, qui correspondent à la surmortalité à la maison, c'est l'abandon. Il y a dans les EHPAD, il y a eu la règle qui a été ce qui a été appelé le protocole palliatif Covid, qui a été de dire oh là là, il y a une maladie mortelle qui circule, donc les personnes âgées qui l'attrapent, on ne peut pas les soigner, il faut les passer en palliatif. Et donc, bah voilà, elles sont mortes plus que d'habitude, certes, mais c'est parce qu'on a changé la manière d'envisager la maladie. Voilà, personne âgée qui est malade, on lui donne que les calmants et on l'accompagne vers la fin, point barre. Ce qui donne une surmortalité. Ben voilà, on se demande pourquoi. Et on a vu à l'hôpital aussi une surmortalité qui peut être ce protocole palliatif, mais on n'a pas de chiffres. Ah oui, pour les EHPAD, on a exactement le nombre de doses en trop qui ont été données de Rivotril sur la période et ça correspond Tu parfaitement. parlais de 5-6 000 euthanasiés. Voilà, en tout cas, pas euthanasiés, Ah accompagnés. non, oui, excuse-moi, on n'a pas dit ça, accompagnés dans leur Voilà, dernière demeure. c'est ça, accompagnés. Et donc ça, c'est 5-6 000. Les chiffres sont parfaits. Vous les mettez en face, c'est la même chose entre le nombre de doses qui ont été données pour accompagner les gens et le nombre de morts qu'on a en trop. Et puis la dernière, c'est ceux qui sont décédés à l'hôpital, mais voilà, avec des décisions qui ont été prises à l'époque de dire on ne sait pas le soigner, tout ça. Alors il y a l'intubation forcée des personnes âgées en réa qui a été dénoncée par beaucoup en disant que ça les terminait. Même les Italiens ont abandonné assez vite l'idée parce qu'ils se sont rendus compte que ça terminait les personnes âgées plutôt que ça les aidait. Mais voilà, en France, à Paris, ils ont voulu faire ça quand même. Et d'ailleurs, il y a une belle surmortalité à Paris dans les hôpitaux. Et puis, bah voilà, le protocole palliatif Covid, on ne sait pas à quel point dans les hôpitaux il a été mis en place, puisqu'ils refusent de donner les chiffres du nombre de doses qu'ils ont fournies. Mais voilà, en tout cas, 100% de la surmortalité de la première vague s'explique entièrement par les décisions prises et pas du tout par un phénomène de propagation d'aucune Et sorte. c'est pas fini, Pierre, c'est pas fini, puisque on va venir sur les effets des vaccins. Mais On va y venir après. est-ce que quelqu'un qui a vu ces 6 premières émissions, oui, c'est bon. Est-ce que quelqu'un qui a vu ces 6 premières émissions pourrait, en étant un peu logique, dire que c'est pas nous évidemment, Pierre, qui disons ça, mais que les mesures sanitaires ont plus tué que le Covid? Bah, en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un silence absolu sur le fait qu'elles ont eu des effets négatifs. Médiatiquement, on n'a pas le droit d'en parler. Bon, évidemment, les gens qui sont au pouvoir sont encore là, donc ils n'ont pas envie de dire qu'ils ont causé du mal aux gens. Mais dans les rapports officiels, c'est écrit noir sur blanc. Enfin, le fait qu'on n'a pas soigné les AVC et les infarctus sur la période, c'est dans 2 rapports, un de Santé publique France et un de l'ATIH. Personne ne s'en saisit, mais c'est public pourtant, c'est en ligne. Donc voilà, il y a le fait d'abandonner les gens, de laisser leur triste sort, de décider qu'on ne peut pas les soigner et leur filer du palliatif à la place, bah oui, ça fait des morts. Enfin, c'est mécanique. Mais où sont les fact-checkers? Et où sont les fact-checkers? Ils sont dans le déni total et dès qu'on ose parler du sujet, notamment du Rivotril, on se prend la foudre directe de la part des journalistes. C'est assez incroyable. Mais les chiffres sont là, ils sont disponibles, et donc la moindre des choses serait d'avoir une commission d'enquête qui évalue les décisions prises. D'ailleurs, la commission d'enquête commission parlementaire qui a eu lieu, qui a posé la question du Rivotril, le compte-rendu est en ligne, donc vous pouvez lire les questions posées par le rapporteur qui était Eric Ciotti et les réponses apportées par des syndicalistes médecins qui sont sur place. C'est effarant. Ils disent, voilà, ils disent les choses très clairement. Et donc, tout est public, toutes les questions ont été posées, c'est sur la table, il y a juste personne qui s'en saisit pour pas en tirer de conclusion. Mais voilà, on n'a rien besoin d'inventer, il suffit de se servir des rapports parlementaires et des statistiques officielles. Alors, pour la 7e émission, On a montré que les vaccins étaient efficaces, voilà, comme voilà, ça. ils sont efficaces, on l'a dit, mais c'est peut-être une autre efficacité que celle que recherche ou que celle à laquelle pensent les gens, mais ils sont efficaces. Mais surtout pour empêcher de. Explique-nous. Voilà. On a montré que même depuis les essais phase 3, on a le même biais de comptage dans toutes les analyses, que ce soit celle des fabricants ou même que ce soit celle des agences gouvernementales ou des ministères, c'est-à-dire qu'ils se basent sur des résultats de tests. Tiens, on n'en a pas parlé avant, mais il y a une partie aussi, on a bien détaillé ce que c'était qu'un test et les limites qu'il y avait, et on a vu qu'il n'y a pas le moindre rapport entre la positivité d'un test et un quelconque symptôme. Vous prenez les statistiques officielles de l'adresse et vous voyez qu'il n'y a pas de rapport.
Donc, il y a des gens qui sont positifs, qui sont pas malades, des gens qui sont malades, qui sont négatifs, des gens qui sont malades positifs et des gens qui sont pas malades négatifs, mais tout ça dans des proportions qui font qu'il n'y a absolument pas de rapport entre les deux. Et donc, les vaccins, la seule efficacité qui a été mesurée, sur laquelle qui est vantée, c'est le fait d'être efficace contre la positivité du test. Donc, même les essais de phase 3 de Pfizer, c'est pas efficace contre une maladie, contre le fait d'avoir des symptômes ou même contre le fait de mourir. C'est l'efficacité vantée, c'est l'efficacité pour ne pas avoir de test positif. Et on a vu que dès les essais de phase 3, l'étude n'est pas en double blinded, là, en double aveugle. Et donc, il y a déjà un biais qui est qu'on ne sait pas combien de tests ont été réalisés par les gens qui ont reçu le vaccin et par les gens qui n'ont pas reçu le vaccin. Sauf que, comme tu as montré, les gens qui ne reçoivent pas le vaccin ont plutôt tendance à plus et doivent plus se tester, vu les conditions sociales mises en place. Exactement. Et donc, une fois qu'après, dans les pays, c'est arrivé, et du coup, s'ils ont testé plus souvent les non-vaccinés, ils ont dit, regardez, ils ont plus de tests positifs. Bah oui, puisqu'ils ont testé plus souvent, ils ont plus de tests positifs. Et quand les vaccins ont été introduits dans les pays, ils ont mis en place des passes sanitaires, ce qui a permis de tout le temps forcer les non-vaccinés à se tester plus souvent. Comme ils se testaient plus souvent, du coup, ils avaient plus souvent des tests positifs, et ce qui permet de montrer une efficacité vaccinale. Donc, le vaccin est efficace contre le fait de se faire tester, et donc contre le fait d'être positif. C'est à ça que ça sert. Et la totalité des études d'efficacité vaccinale sont basées là-dessus et prennent ce résultat. Il n'y en a absolument aucune qui redresse l'étude selon le nombre de tests réalisés par les gens. Qu'est-ce que ça fonctionne bien quand même, Pierre, tout ça? C'est de la statistique bête et méchante, basée sur des règles administratives qui font ce qu'on veut. Ensuite, on s'est posé la question de la sûreté. Est-ce que le vaccin est sûr? Là, tu rentres dans les sphères complotistes. Du coup, moi, j'ai étudié les études des agences gouvernementales qui disent que c'est sûr. Et donc, j'ai montré qu'elles utilisaient tout un tas de biais de façon à ne pas compter les choses. Ce qu'on aimerait juste savoir, c'est, il y a des gens qui sont piqués et des gens qui ne sont pas piqués. Et est-ce que les gens qui sont piqués vivent plus longtemps que les autres? Voilà. Si on est dans le cadre où il y a une pandémie mondiale avec un virus mortel qui circule et que le vaccin est sûr et efficace, normalement, il se passe un truc extrêmement net. C'est que vous avez la population des vaccinés qui doit vivre plus longtemps et donc qui va moins mourir que la population des non-vaccinés. Point. C'est tout. Il n'y a absolument aucune étude qui fait ça, ni pour montrer que c'est efficace, ni pour montrer que c'est sûr. Personne ne regarde. C'est très intéressant, sauf un peu les Anglais. Mais du coup, voilà, j'ai montré que les agences, ce qu'elles faisaient, en tout cas, il y avait plein de biais à l'intérieur, ce qui faisait qu'elles montraient rien. Et ensuite, j'ai regardé les courbes de mortalité et de surmortalité des différents pays européens par âge, et j'ai mis en face les courbes des doses de vaccins disponibles. Tout ça, c'est données officielles, et on voit qu'il y a une belle corrélation, quoi. Dans quasiment tous les pays et tous les âges. Au moment, voilà, c'est une corrélation, mais au moment où on lance une campagne vaccinale de grande ampleur, on observe sur la même tranche d'âge une surmortalité. Voilà. Donc ça se va ensemble à chaque fois. C'est des données publiques. Bon, personne n'a l'air de regarder dans les instituts, mais voilà, les courbes sont montrées. Ce qui est frappant, c'est qu'il y a une causalité quand même assez inquiétante qu'il faut distinguer d'une corrélation, qu'il faut distinguer d'une causalité. Une corrélation. À un moment donné, quand il y a beaucoup de corrélations, il faudrait peut-être mettre un moratoire. Hein, c'est ça le plus choquant dans cet épisode. Mettre un moratoire et essayer de voir s'il n'y a pas une causalité. Oui, mais vous voyez que en plus, les États les ont reconnus, puisque la plupart des États ont fini par interdire certains vaccins. Donc, et pour certaines tranches d'âge. Donc voilà, sans jamais avouer que c'était pour des causes d'effets indésirables, mais à partir du moment où on interdit quelque chose, c'est quand même qu'on prend une décision sur la base d'informations. Et pourtant, ils ont dit au début, tous sont sûrs et efficaces, les 4 qui ont été proposés, notamment en France. Et puis aujourd'hui, il en reste quoi? Un, globalement. Hein. Enfin, il reste que Pfizer. Donc, qu'est arrivé aux 3 autres? Pourquoi est-ce qu'on les a retirés du marché? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Bon, d'ailleurs, il y a une des études de l'agence gouvernementale qui s'appelle EPIFAR qui a sorti une étude pour montrer qu'il y avait des risques cardiovasculaires significatifs après AstraZeneca, par exemple. Voilà, donc c'est sûr et efficace, mais on la retire du marché et puis on montre qu'il y a des risques cardiovasculaires significatifs. Enfin, on marche sur la tête, quoi. Que se passe-t-il pour les autres? Voilà, pareil. Ouais, on dirait un mauvais film. Je sais pas si c'est d'horreur ou d'humour, mais... Et puis, la dernière vidéo qu'on a faite, c'est par là que j'avais commencé ma première vidéo, c'est en parlant des liens financiers qu'il y a, en parlant de la stratégie du choc.
et des liens financiers qu'il y a entre tout le monde, entre la haute finance, l'industrie pharmaceutique, les politiques, l'OMS, tout ça. Et donc, j'avais commencé mes premières vidéos comme ça. Mais je pense que du coup, ça avait convaincu les gens qui étaient déjà convaincus qu'il se passait quelque chose. Là, j'ai préféré le mettre en dernier parce qu'il faut d'abord tout montrer, la totalité finalement des fraudes, des mensonges, de la propagande médiatique qu'on a reçue, de façon à comprendre que les chiffres officiels nous disent l'inverse de discours qu'on a reçus. Donc, voilà, il faut d'abord commencer par ça pour arriver jusqu'au bout, pour dire voilà, qui a un intérêt à tout ça. Et on a commencé, Alexandre, par rappeler ce qui s'est passé en 2009 avec H1N1, en disant que voilà, H1N1, c'est la même chose avec la pandémie, avec Ferguson qui annonce plein de morts, nouveau virus, nouvelle pandémie. Qu'au final, quand on regarde, il n'y a pas eu de surmortalité générale. Il y a eu plein d'annonces en disant qu'il allait y avoir des tas de morts. Il y a eu des achats massifs de vaccins. Il fallait forcer les gens à se faire vacciner. Voilà, et qui ont tous fini à la poubelle. Donc, il s'est passé relativement, la même chose il y a une dizaine d'années, avec un rapport du Sénat qui est très clair en disant que tout ça, c'était une foutaise globale. Le rapport du Sénat explique que c'est à cause de l'OMS qu'il y a eu la psychose et que les mensonges venaient de l'OMS et la corruption venait de là. C'est écrit dans le rapport du Sénat français. Et voilà, 10 ans plus tard, il y a évidemment personne qui a lu le rapport, mis à part les industriels laboratoires pharmaceutiques qui se sont bien adaptés de façon à comprendre où ils avaient pêché le premier coup. Ce qui est frappant, c'est que ce rapport du Sénat, aujourd'hui, serait blacklisté sur les réseaux sociaux et taxé de complotiste, assurément. Hein. Oui, certainement, oui. En plus, il y a des choses qu'il dit dans le rapport du Sénat. C'est quand même dit à un moment, oui, bon, les vaccins contre la grippe, on sait quand même que ça marche pas terrible. Il serait peut-être temps de faire des études. C'est écrit noir sur blanc à l'intérieur. Donc voilà, il y a plein d'informations à l'intérieur qui valent vraiment le coup d'être lues. Le gros défaut de ce rapport-là, c'est qu'évidemment, il dénonce les choses, mais qu'il n'y a absolument rien qui s'est passé. Hein. La corruption dénoncée à l'OMS avec les financements privés, ça s'est aggravé. Les liens entre politique, OMS, labo pharmaceutique, ça s'est aggravé. Les modèles épidémiques qui annoncent n'importe quoi et sur lesquels on ne met jamais en cause, ça s'est aggravé. Il dénonce le fait qu'on interdit le débat, c'est écrit dans le rapport, et qu'on a taxé de complotistes à l'époque tous ceux qui disaient qu'il ne se passerait rien. Ça, c'est aggravé. Ça s'est aggravé. Donc finalement, voilà, c'est le même empire. On peut faire le même empire. Et puis voilà. Oui, et puis tu as parlé des cabinets d'audit et des copains de McKinsey. McKinsey, on a vu que l'OMS, là, tout à l'heure, que c'est eux qui décident de comment on compte les maladies, mais ensuite, les stratégies pour pousser les gens à recevoir les piqûres et puis pour faire de la communication, c'est McKinsey qui tient tout derrière, qui est présent dans quasiment tous les pays, et son personnel fait des allers-retours entre les gros postes au sein des États, l'industrie pharmaceutique, McKinsey, etc. Donc, c'est un réseau. Il y a un réseau de gens en costard-cravate qui se connaissent, qui travaillent ensemble depuis des années, qui sont tous d'accord sur ce qu'il faut faire, et puis qui gagnent énormément d'argent en faisant ça, quel que soit le bord, mais tout ça, c'est de l'amitié. Voilà, c'est de l'amitié cordiale entre tout le monde, avec des petits billets verts qui sont là entre copains, quoi, mais rien de méchant, évidemment. Voilà. Et donc, c'est la pièce centrale, quand on vous dit, bah oui, mais c'est pas possible que tout le monde soit planté parce que tout le monde a fait la même chose, c'est-à-dire que tout le monde est abonné à l'OMS, d'une part, donc tout le monde va compter pareil. Et la deuxième chose, c'est que tout le monde maintenant fait appel à des cabinets de conseil pour savoir ce qu'il faut faire. Le métier de politique, voilà, c'est plus des gens courageux qui ont des idées, une philosophie et qui veulent l'appliquer. C'est des types qui sont là en représentation, en costard, et puis derrière qui demandent à des cabinets c'est ce qu'il faut faire, quoi. Donc oui, fatalement, ils font tous la même chose. Des marionnettes. Pardon ? Des marionnettes. Oui, c'est ça. Mais volontaire, hein, c'est devenu un métier de com. Cette idée générale qui ressort de ces 9 émissions, c'est d'abord, comment faire pour rompre cette toile d'araignée où ils se sont immiscés partout, dans tous les cabinets, dans tous les partis. On sent que le Covid a tellement bien fonctionné parce qu'ils ont tissé cette toile d'araignée partout. On voit aussi qu'il y a souvent une ligne rouge entre ceux qui se disent l'État ne nous veut pas du bien et les autres qui y croient encore et qui croient au Covid. Donc je pense que voilà, on se demande, on apprend énormément avec toutes ces émissions. Je crois que c'est un des meilleurs travaux qui a été fait chez nous, en tout cas par rapport au décortiquage de tout ce spectacle Covid. Mais voilà, on se retrouve aussi, on peut
dépourvus parfois. Mais que fait-on? On fait ce qu'on fait, en fait. On fait ce qu'on est en train de faire maintenant, Pierre. Exactement, c'est ça qu'il faut faire. Je pense que quand même, il y a, on voit bien, je pense que c'est tombé, cette histoire. Ils vont pas réussir à aller plus loin, c'est-à-dire à imposer des choses, des passes, des trucs où il faut se tester tout le temps, ou bien se faire vacciner tous les 4 matins. D'ailleurs, il est intéressant de voir que les gens n'ont surtout pas envie de faire une dose supplémentaire. Donc, c'est certainement sûr et efficace, hein, mais bon, quand même, les gens n'ont pas envie d'en faire une de plus. Donc voilà, il a dû se passer quelque chose de pas toujours agréable au moment après les piqûres, hein, sinon ils y seraient allés de bon cœur une fois de plus. Bref. Mais du coup, ça s'est arrêté. Il suffit qu'il y ait 5% de gens qui ne soient pas d'accord. 5% sur un pays comme la France qui est 60 millions d'habitants, c'est déjà énorme. Ça suffit pour, ça fait 3 millions de personnes, ça suffit pour que gripper un modèle voilà, Ouais, de culture chez McKinsey, des copains, des types en costard-cravate qui se connaissent tous et qui se filent du pognon. Mais voilà, il suffit qu'il y ait 5% de gens qui ne sont pas d'accord pour que ça grippe le système ouais. et que ça ralentisse. Donc c'est très important de garder une opposition, c'est surtout ça. Sauf qu'ils ont plaqué sur la réalité sociale un mode de fonctionnement qui va pouvoir être réutilisé dans d'autres contextes. On pense Oui, au pass climatique et d'autres choses comme ça. Et là, peut-être que les gens, ils vont oublier le Covid, mais bon, ils vont rentrer dans un autre narratif qu'ils vont accepter. C'est ça dont il faut se méfier. C'est pour ça que voir cette toile d'araignée et oui. voir qu'il y a derrière des gens qui ne vont rien lâcher, c'est important aussi. Et puis dans les deux cas, ça a été utiliser la bien-pensance des gens et leur volonté d'être gentils. Voilà, pour la vaccination, c'est de dire vaccinez-vous, c'est pour les autres. Voilà. Bon, alors ça a plutôt pas mal marché, parce que cette histoire de pandémie mondiale avec des morts partout. Et là, pour le côté changement climatique, c'est pareil. Ils disent, voilà, c'est pour sauver la planète, donc vous faites le bien. Et ce faisant, ils arrivent évidemment à tirer les marrons du feu et à faire arriver le pognon là où il doit arriver, de façon à ce que ça les arrange. Donc il y a bien le même principe aussi de faire croire aux gens qu'on les embarque dans un truc qui est pour le bien des autres ou de la planète. Et c'est probablement ça qui est le plus insidieux, avec une pression médiatique à chaque fois qui est démentielle, pour leur faire croire que toutes les décisions qui sont prises sont là pour le bien commun, quoi. Mhm. Alors, il faut savoir que tu as encore ta chaîne Décoder l'éco sur YouTube. Nous, ça fait plus d'un an, je pense qu'ils ont fermé notre chaîne avec 43 000 abonnés. Ils viennent de fermer notre compte Twitter. On les remercie vivement, évidemment, de priver 5 300 personnes de cette information, puisque comme on est dans une forme de totalitarisme, il faut surtout pas que ce que tu dis, Pierre, ou ce que d'autres pourraient dire, arrive aux oreilles des gens intelligents, comme dit Macron, des gens qui sont sensés, qui écoutent, de tous ces Français qui sont unis, certains moins que d'autres. Hein. Il y en a aussi certains qui sont moins égaux que d'autres, comme si lui. Et voilà, donc continuez à nous suivre sur Odyssée. Je ne sais pas si tu as une chaîne Odyssée, Pierre. Je pense que Si, j'ai oui. une chaîne de secours Odyssée également qui récupère tout ce qui sort sur YouTube. Donc en effet, suivez Keros sur Odyssée, suivez ma chaîne sur Odyssée aussi. Si jamais vous êtes abonné YouTube, Facebook, ça peut sauter à tout moment. À tout moment, c'est ça. Ils préviennent pas, on le sait, voilà, du jour au lendemain, il y a un truc qui saute. C'est sur la base de dénonciation la plupart du temps. Donc il y a des gens qui scrutent volontairement, hein, qui scrutent Internet. Alors certains sont payés, hein, pour aller vérifier ce qu'il y a dans les vidéos et puis ensuite dénoncer auprès de YouTube et consorts qu'on dirait quelque chose qui contreviendrait aux experts de l'OMS, par exemple, tout ça. Donc, voilà, faut se méfier, faut savoir qu'on peut disparaître de ces écrans-là du jour au lendemain. On n'est pas dans le Ouais. même camp, hein, de toute façon. Il y a des intérêts financiers. De toute façon, je l'ai montré. Hein, les fonds de pension qui détiennent Facebook, YouTube, Google, tout ça, ce sont les mêmes qui détiennent Pfizer, AstraZeneca et les copains. Donc, ils n'ont pas tout à fait intérêt à ce qu'on dénonce des produits sur des chaînes qui financent déjà. Enfin, tout ça, c'est le même monde. Ils pourraient perdre un peu d'argent, hein, et de pouvoir. Voilà, donc ça les intéresse pas. Donc, il est tout à fait normal de se faire censurer sur une chaîne privée détenue par des gens qui essayent de vous vendre des trucs. Point. Donc, il faut s'en méfier et puis, faut trouver d'autres manières de communiquer. Donc, tant qu'on peut, on le fait. Puis le jour où on pourra plus, faudra nous trouver ailleurs. Alors, on invite tous ceux qui ont vu ces émissions à les partager, hein, comme on avait dit, à un dîner de famille. Certaines personnes qui doutent, hop, on va regarder un petit film avant le repas et on sort cette dernière émission. Hein. Ça, c'est pour avoir du mal à digérer pour certains, mais parce que là, ils s'en prennent beaucoup. Mais voilà, il faut absolument informer, informer, informer. Comme dit Mathias de Smet, le
spécialiste des manipulations de masse. Tant qu'il y aura de la contre-information, on ne tombera pas dans le totalitarisme complet. Donc Exactement. merci à toi, mille merci Pierre Léco de participer à ce contre-narratif, à cette information. On attend impatiemment ton livre en janvier, début d'année, dont on en profitera pour refaire une interview avec toi autour du livre, même si bon, c'est le même sujet, ou bien en tout cas pour le présenter rapidement. Voilà, 10 émissions, plus de 10 heures. Ouais, merci à tous ceux qui ont tout regardé. Je sais qu'il y en a, mais Ouais, évidemment. sur plusieurs milliers. Donc voilà. Ouais. Écoute, on était dans le Gard où des gens nous ont dit, franchement, c'est fantastique et qui n'en loupent pas une. Donc voilà, c'est utile, nécessaire, mais surtout partager à ceux qui sont dans le doute pour les faire basculer un peu dans ce réel difficile à voir aussi. Hein. C'est mieux de rester dans la matrice, mais je veux dire, c'est plus Oui, facile. mais laissez aussi les gens faire leur chemin. Le but de ces Ouais. vidéos, c'est de donner les arguments qui sont publics en ligne, de façon à voilà, des gens qui ont encore un peu de rationalité quelque part. Vous pouvez leur donner des arguments qui sont factuels, qui sont habituels, de façon à ce qu'ils trouvent le chemin eux-mêmes de la réflexion pour se dire voilà, bon, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que j'ai entendu à la télé, mais quelles sont les autres sources d'informations officielles, les chiffres habituels, qui peuvent me permettre de comprendre ce qui s'est passé. Je pense qu'il faut, ça sert à rien d'agresser les gens, Non. mais il faut leur donner des clés. Et l'objectif de ces vidéos, c'est aussi de donner des clés de compréhension sur tous les aspects, en essayant de couvrir le champ large, qui est le mien, c'est celui de la statistique. Il y a plein d'autres choses, hein, le débat interdit sur la philosophie, le langage, etc. Il y a beaucoup de livres qui sont sortis, des choses sur le domaine médical qui ne me concernent pas. Moi, c'est la stat. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé, quels ont été les chiffres. Et donc, sur cet aspect-là, mon objectif, c'est de vous donner des clés pour les partager et puis pouvoir donner aux gens des arguments pour discuter et puis pouvoir enfin sortir du brouillard et se poser les bonnes questions, quoi. Ouais, et ça reste un outil aussi pour ne pas oublier ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est tout à fait d'actualité. Continuez à les partager. C'est pas parce qu'on est à la 10e et qu'on arrête là que ça reste pas, qu'il reste pas essentiel de voir toutes ces vidéos. Merci, merci Pierre. Merci à tous. Et on sera amené à se revoir. Hein. À très bientôt. À très bientôt Pierre.